Bien, alors bonsoir à tous. Bienvenue dans ce numéro 2 des Open de Père Felios autour du thème les fondamentaux d'une prise de parole en public réussie. J'espère que chacun de nous passe un excellent week-end. Et si vous avez fait le choix de vous connecter ce soir, notre mission, notre ambition, c'est de faire en sorte que ce temps que nous allons passer ensemble soit fructueux pour chacun de nous. En introduction, je voudrais déjà poser le contexte par rapport à la question de la prise de parole en public. Les recherches scientifiques montrent que l'une des plus grandes peurs des humains, au même titre que la peur de mourir, est la peur de prendre la parole en public. Pourtant, vous serez d'accord avec moi qu'il est évident que cette action, c'est-à-dire le fait de prendre la parole en public, se trouve au cœur même des différentes composantes de notre vie. Que ce soit en milieu professionnel pour trouver du travail, pitcher un projet, convaincre un client, conduire une réunion, etc. Que ce soit sur un plan beaucoup plus personnel pour échanger avec votre famille, éduquer vos enfants, etc. Vous avez besoin de prendre la parole en public. Vous avez besoin de savoir convaincre. C'est donc pour cela que Père Felios, pour ce numéro 2 des Open de Père Felios, a choisi le thème les fondamentaux de la prise de parole en public pour faire de vos prises de parole en public un moment réussi afin que plus jamais vous ne redoutiez aucune occasion de prendre la parole en public. Je suis Cyril Bakpa, je suis manager de Père Felios, je suis sapeur de cerveau, c'est-à-dire une personne œuvrant à mettre votre cerveau sur son 31, à lui faire porter ses plus beaux atouts. Et je serai ce soir en charge de conduire, de faciliter cette formation. Et j'espère que vous me recevez et que le son est parfait chez vous ainsi que l'image. Et si c'est le cas, nous n'allons pas perdre du temps. Nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet. Les fondamentaux d'une prise de parole en public réussie. Et nous allons le faire ce soir au travers de trois grands points qui vont meubler notre intervention. Le premier point, c'est les trois contre-vérités sur l'art oratoire. Parce que quand nous parlons de prise de parole en public, la plupart du temps, il y a des contre-vérités qui circulent. Il y a des mythes qui entourent la question de la prise de parole en public et qui ont pour conséquence de nous empêcher de devenir les orateurs que nous sommes en réalité. Donc, nous allons dans un premier temps lever ces trois contre-vérités sur l'art oratoire. Ensuite, nous verrons les 3 C d'une prise de parole en public réussie. Vous aurez l'occasion de comprendre ce que nous mettons derrière ces 3 C-là. Et enfin, nous verrons pour finir les 10 commandements de l'orateur d'exception. Qu'est-ce que vous devrez savoir? Qu'est-ce que vous devrez faire si vous souhaitez être un orateur qui impacte, si vous souhaitez être un orateur d'exception? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même que vous puissiez dire dans la discussion quelles sont vos attentes par rapport au thème. Vous l'avez vu, vous vous êtes inscrit, vous avez vu le plan que nous avons proposé, mais je voudrais en 1 minute lire vos attentes en commentaire. Donc, quelles sont vos attentes? Qu'attendez-vous du moment de ce soir? Ce sera un plaisir de vous lire et cela nous permettrait de savoir conduire les échanges. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous vos attentes en commentaire. N'hésitez pas à partager vos attentes, j'aurai le plaisir de les lire et cela me permettra de mieux me situer par rapport au contenu de nos échanges ce soir. J'espère que quelqu'un veut bien partager ses attentes avec nous avant que nous ne puissions voir le premier grand point
les 3 contre-vérités sur l'art oratoire. Alors, qui veut bien partager ses attentes avec nous? Qui veut bien partager ses attentes avec nous? Est-ce que quelqu'un est en train d'écrire, s'il vous plaît? Voilà, donc il y a M. Komla qui dit connaître les outils permettant d'être à l'aise avec le public. Et je peux vous assurer, M. Komla, que vous êtes au bon endroit. Nous allons tout au long de cette soirée voir un certain nombre d'outils. Et j'espère qu'à la fin de ce moment d'échange, vous serez véritablement satisfait et surtout que vous saurez mettre en pratique ces outils-là que nous allons voir ensemble. Donc, n'allons pas perdre du temps. S'il y a d'autres attentes, je continuerai par les lire. Nous allons commencer avec les 3 contre-vérités sur l'art oratoire. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'art oratoire qui conditionne notre façon de faire, notre façon de penser par rapport à cette compétence-là et qui en partie nous empêche de devenir les orateurs que nous sommes en réalité. La première contre-vérité, qui est une contre-vérité très répandue, elle dit qu'on est orateur. On est orateur. Et lorsque je dis que c'est une contre-vérité, c'est un euphémisme parce qu'il s'agit véritablement d'une affirmation qui est fausse à tout point de vue. Et je vais vous le démontrer. En réalité, quand on parle de l'art oratoire, on met en jeu un certain nombre d'ingrédients qui permettent de faire une prise de parole en public réussie. Ces ingrédients-là sont entre autres la capacité à pouvoir véhiculer des idées, la capacité à pouvoir toucher le public émotionnellement, la capacité à pouvoir utiliser des illustrations, etc. Et lorsque vous prenez chacun de ces ingrédients, vous allez être d'accord avec moi que personne ne naît avec la capacité à parler le français, par exemple, ou à utiliser un certain registre de langue. Personne ne naît avec une facilité à raconter des histoires. Personne ne naît avec une facilité à toucher émotionnellement un public devant lui. Donc, vous serez d'accord avec moi que toutes les compétences qui contribuent à faire l'orateur sont des compétences acquises. Et l'histoire des grands orateurs nous montre bien que la plupart de ces personnes-là, à l'étape initiale de leur cheminement en matière de prise de parole en public, n'étaient pas forcément bons. En matière de prise de parole en public, on parle souvent de, c'est un exemple antique, c'est un exemple lointain, et vous en avez déjà entendu peut-être parler, c'est l'exemple de Démosthène. Démosthène qui est considéré comme l'un des plus grands orateurs de la Grèce antique, mais qui, à la base, était bègue, n'arrivait pas du tout à s'exprimer devant le public, était hué et conspué quand il se présentait devant l'agora pour exprimer ses idées. Mais par la force du travail, par la force de la volonté de l'abnégation, Démosthène est devenu un orateur remarquable, au point que nous en parlons ce soir dans cette formation.
Et pour moi, il est important que nous puissions lever cette première contre-vérité parce que, en fait, la base, c'est déjà de croire que vous pouvez être des orateurs excellents. Et sans cette base-là, il sera difficile de pouvoir construire ce que nous allons construire après. Donc, je voudrais vraiment, si telle était votre conviction, par exemple, de penser que vous n'êtes pas fait pour être un bon orateur, que vous puissiez déjà commencer par enterrer cette idée-là. Parce que vous avez la capacité, à partir du moment où vous parlez, à partir du moment où vous pouvez vous exprimer, vous avez la capacité d'acquérir toutes les compétences qui font le bon orateur. Donc, première contre-vérité, on ne naît pas orateur, on le devient par le travail. C'est ce travail-là qui nous rassemble ce soir. La deuxième contre-vérité qui est souvent utilisée, dite, c'est que le trac est une mauvaise chose. En réalité, et pour moi qui suis formateur en matière de prise de parole en public, lorsque vous demandez aux personnes qui ont l'habitude de prendre la parole en public, quand je dis l'habitude, c'est-à-dire toutes les personnes qui se sont déjà essayées à une situation de prise de parole en public, quel est ce qui les gêne le plus, ils vous diront que leur plus grande appréhension, c'est le trac. C'est cette émotion-là, ce ressenti-là qui les paralyse et qui les empêche de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent. Et donc, partant de ce constat, ils en viennent à penser que le trac est une mauvaise chose. Mais ce soir, je voudrais vous dire qu'en fait, le trac ne peut pas être une mauvaise chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre un exemple banal. Ce soir, il fait chaud. Si vous êtes, je ne sais pas dans quel endroit du monde vous êtes, mais si vous êtes à Lomé, si vous êtes au Togo, et je pense dans plusieurs villes d'Afrique subsaharienne actuellement, il fait chaud. Et la conséquence de la chaleur, c'est que vous soyez en train de suer si vous n'êtes pas dans un environnement où il y a de l'air conditionné, etc. Mais si vous êtes en train de suer, c'est parce que votre corps réagit à une situation de l'environnement. Vous suez parce qu'il fait chaud. Et donc, la sueur n'est que la conséquence du climat ambiant. Et cette sueur-là ne peut pas être interprétée comme une mauvaise chose parce que votre corps ne fait que réagir à une stimulation extérieure qui est la chaleur. Et pour comprendre la question du trac, il nous faut déjà remonter à est-ce que le trac, c'est quelque chose qui n'arrive qu'à un groupe de personnes ou est-ce que le trac est un phénomène physiologique général comme la sueur? En situation de prise de parole en public, qui que vous soyez, vous êtes dans une situation qui n'est pas normale, c'est-à-dire que vous n'avez pas le côté relaxant de l'ambiance, par exemple, que vous avez sur votre lit, ou dans votre chambre, parce que vous êtes en face de personnes qui vous regardent, qui attendent quelque chose de vous. Et naturellement, dans cette situation, le corps et votre cerveau reçoivent un certain nombre de stimulations qui leur disent « Ah, je suis en face des gens, ils attendent que je leur dise quelque chose, ils attendent un certain niveau de résultat de moi. » Et automatiquement, en face de cette stimulation-là, votre cerveau commence, je dis votre cerveau, votre corps commence par sécréter un certain nombre d'hormones. Et ces hormones entraînent un certain nombre de réactions physiologiques à votre niveau. Ces réactions, entre autres, c'est la sueur. Vous commencez par suer, vos mains deviennent moites, votre cœur bat à un rythme plus accéléré, etc. Mais tout cela ne sont qu'un ensemble de réactions physiologiques. Ça veut dire qu'en fait,
Le problème, ce n'est pas le fait que votre corps réagisse de cette façon. Le problème, c'est qu'est-ce que vous faites de ces réactions de votre corps? Qu'est-ce que vous faites du tract? Est-ce que vous arrivez à le maîtriser? Est-ce que vous arrivez à le canaliser? Et notre but, c'est de vous apprendre progressivement à faire du tract un allié de vos prises de parole en public. Mais cela passe également par le fait de comprendre que le tract en lui-même n'est pas une mauvaise chose. Tout dépend de ma capacité à le gérer. Et nous allons peut-être un peu plus loin revenir sur comment le faire. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de s'étendre dessus ce soir, mais il y aura certainement d'autres occasions où nous reviendrons en détail sur comment faire face au tract. La troisième contre-vérité, elle est celle-ci. Nous pensons souvent que l'éloquence est une question de niveau de langage. Quand on nous dit qu'une personne est éloquente, on pense que cette personne-là devrait être en train d'utiliser les mots d'un registre très soutenu. Et donc, pour nous, hein, de façon générale, dans l'entendement du commun des mortels, quand on dit que quelqu'un est éloquent, on pense qu'il doit venir utiliser les mots recherchés, avoir un langage fourni, etc. Mais je veux vous donner la définition de l'éloquence telle qu'elle est dite, telle qu'elle est définie dans le dictionnaire Larousse. Je reviens. Le dictionnaire Larousse définit l'éloquence comme l'art et le talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole. Je répète, l'éloquence est l'art ou le talent de bien parler, de persuader et de convaincre par la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? On dit talent de bien parler. En fait, c'est quoi bien parler? Bien parler, c'est d'abord pouvoir articuler les mots de sorte à ce que les personnes qui sont devant moi puissent clairement me saisir. C'est parler au rythme adéquat. Ne pas parler ni trop vite ni trop lentement pour que les personnes qui sont en face de moi puissent me recevoir. Donc déjà, à ce niveau-là, nous ne sommes pas encore sur une question de registre de langue. La seconde chose qui est dite dans la définition, on a dit persuader et convaincre. Et vous serez d'accord avec moi que si je veux persuader ou convaincre quelqu'un, je dois d'abord, en premier lieu, me faire comprendre par la personne. Je donne un exemple banal. Si je veux tout à l'heure persuader une vieille qui ne parle pas français, qui parle Nina ou Kabi, etc., je dois pouvoir parler la langue que cette vieille-là comprend et utiliser des mots qu'elle comprend. Et donc, la persuasion ou le fait de convaincre n'est pas une question de registre de langue, c'est surtout une question d'utiliser les mots que la personne que je veux persuader comprend. Donc, quand vous mettez tous ces éléments-là ensemble, vous comprenez que l'éloquence, c'est d'abord pouvoir, en premier lieu, articuler les mots, pouvoir dire les mots de façon à ce que la personne puisse les saisir. Pouvoir parler dans un registre, je dis dans un registre, pouvoir parler dans un rythme qui permette à ce que la personne me saisisse, ni trop lentement, ni trop rapidement. Pouvoir la persuader en utilisant des mots qu'elle est à même de comprendre. Et donc, c'est cet ensemble de choses qui fondent l'éloquence. Ça veut dire que pour l'orateur que vous et moi sommes appelés à être, l'éloquence ne doit pas être un alignement de mots recherchés, un alignement de mots que la majorité ne peut pas comprendre. Mais l'éloquence doit surtout être un désir de me faire comprendre de par mon débit, de par la façon dont j'articule les mots,
de par les mots que je choisis d'utiliser. Et c'est tout cela qui fera que je serai l'orateur recherché, l'orateur éloquent que nous tous ici, nous aspirons à être. Alors, je ne sais pas si vous me recevez parfaitement ou si d'aventure quelqu'un a une question. S'il y a une question, je me permets déjà de la recevoir avant qu'on ne puisse passer à la seconde vitesse et voir la deuxième partie de notre présentation de ce soir. Est-ce que quelqu'un a une question? Pour les questions, vous pouvez écrire ou si vous le souhaitez, je peux vous allumer vos micros pour que vous puissiez directement les poser. Alors, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? S'il n'y a pas de question, merci de le signaler également. Une question? Pas de question pour le moment. D'accord. Donc, nous allons avancer et nous répondrons aux questions éventuelles qui seront posées ultérieurement. D'accord. Merci pour vos réactions. Nous allons avancer avec la seconde partie. Quels sont les 3 C d'une prise de parole en public réussie? Je dirais, si je veux faire une transition avec notre dernier point, quels sont les 3 C qui fondent un orateur éloquent? Quels sont les 3 C qui fondent un orateur éloquent, un orateur d'exception, comme nous avons l'habitude de les appeler? Alors, le premier C d'une prise de parole en public réussie, c'est croire en soi. Croire en soi. Et je vais m'expliquer. En fait, lorsque nous sommes en situation de prise de parole en public, la chose que nous servons aux autres, c'est qui nous sommes en tant que personne. Lorsque je me présente devant un public, je sers au public la personne que je suis en termes de connaissances, en termes d'émotions, en termes de compréhension ou de conception de la vie. Donc, cela suppose que si je veux servir au public le meilleur de moi, je dois en premier lieu croire que j'ai des choses intéressantes à servir au public. Et en réalité, on le dit souvent, le premier ennemi de tout orateur, c'est lui-même. C'est vous-même et ce que vous pensez de vous qui va conditionner la réussite ou non de votre prise de parole en public. Et donc, à ce niveau-là, il ne s'agit pas encore d'une question de technique. Souvent, quand on parle de parler en public, les gens, pour la plus grande part, veulent rechercher, mais comment est-ce que je dis tel mot devant le public? Comment est-ce que je dois me tenir? Comment est-ce que... En réalité, la question à l'étape initiale ne se pose pas à ce niveau-là. La question se pose sur est-ce que je me sens confiant? Est-ce que je ressens en moi-même le fait que je sois capable de tenir devant le public, de le séduire et de lui servir le message qu'il faut? C'est à ce premier niveau-là que se joue la qualité de votre intervention. Et naturellement, quand on parle de croire en soi ou de confiance en soi,
c'est un processus qui demande du travail sur un certain nombre de temps. Vous n'allez pas du jour au lendemain, comme par l'effet d'une baguette magique, commencer par croire en vous. Vous allez croire en vous, vous n'allez pouvoir croire en vous que si vous construisez au quotidien cette capacité-là à avoir confiance en vous-même. Comment cela se fait? Cela se fait par deux choses essentiellement. Déjà, quelles sont les pensées que vous alimentez par rapport à vous-même? C'est-à-dire ce que vous vous dites par rapport à vous, ce qu'on appelle le discours intérieur. Et la seconde chose, quelles sont les actions que vous posez au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est ce que vous faites qui va renforcer ce que vous pensez de vous. Et je vais donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais du mal à parler en public. J'avais du mal parce que je n'étais pas habitué à cet exercice-là. Bien sûr, j'avais des choses intéressantes à dire, j'avais des idées, etc. Mais chaque fois que devait venir une occasion de prendre la parole en public, j'étais vaincu par le trac. Et ce trac-là venait de quoi? Ce trac-là venait du fait que je me demandais, mais est-ce que je peux, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais pouvoir tenir, etc. Donc, un certain nombre de questions qui font que j'évitais en partie les situations de prise de parole en public. Et cela a continué jusqu'à ce que je le découvre de par un certain nombre d'expériences, que le métier que je voulais faire, c'était celui de formateur. Et vous savez bien évidemment qu'on ne peut pas former si on n'a pas des habiletés en matière de prise de parole en public. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'autre choix que de travailler ma capacité à prendre la parole en public. Et sur cette base, j'ai commencé par poser de petites actions, par aller dans des endroits où je me forçais à prendre la parole en public. Et progressivement, grâce à un certain nombre d'exercices, comme on aura l'occasion de voir dans d'autres contextes, je me suis amélioré au point d'aujourd'hui de parler aisément devant des publics de toute taille. Mais cela est parti d'une première bataille, gagner la bataille de la confiance en soi. C'est vraiment le premier niveau où tout se joue. Le second C d'une prise de parole en public réussie, c'est votre capacité à communier avec le public. Communier avec le public. Et quand vous prenez le mot communier, même dans sa, comment est-ce qu'on dit ça? Dans la façon dont le mot est formé, vous allez voir qu'à la fin, on voit que la racine du mot, c'est le mot union. Communier, le unir à la fin, la racine de ce mot-là, c'est le mot union. Et donc, la communion, c'est en quelque sorte faire un avec le public. Mais la question que vous allez vous poser naturellement, c'est comment faire un avec un public. On fait un avec quelqu'un sur la base des émotions qu'on partage avec la personne. Vous avez déjà sans doute vécu cela parce que vous êtes dans un milieu, dans un environnement où tout le monde rit. Vous serez poussé d'une façon ou d'une autre, à moins d'avoir des problèmes sérieux, à rire aussi, parce que le rire est contagieux, comme on le dit. Mais ce n'est pas que le rire qui est contagieux. Toutes les émotions, pratiquement, sont contagieuses. Et donc, lorsque vous voulez communier avec le public, vous devez vous mettre sur la même fréquence d'émotion et d'énergie que le public. Comment ça se fait? Je vais juste donner les techniques de base. La première chose à faire lorsque vous voulez communier avec le public,
c'est que vous devez montrer au public que vous avez un lien avec lui. Vous devez créer le lien. Et cette création du lien passe par quoi? Déjà, la façon dont vous saluez le public. Votre attitude envers lui. Le public doit ressentir que vous portez un certain intérêt à ce que vous venez lui dire. Le public doit ressentir que vous n'avez pas une attitude hautaine envers lui. Ça, c'est la base. Le second niveau, c'est que les personnes du public doivent en partie pouvoir vous trouver crédible ou s'identifier à vous pendant votre intervention. Et pour faire cela, vous devez réfléchir en amont de votre intervention à mettre en exergue les points qui vous permettent comment est-ce que je vais dire ça? Les points qui vont permettre au public de s'identifier à vous. Je donne un exemple concret pour que nous puissions comprendre. Supposons que j'ai une conférence avec des étudiants. Les étudiants sont un groupe particulier avec des réalités qui leur sont propres. Et moi, qui ne suis plus étudiant, c'est un exemple que je donne, j'arrive devant eux. Il y a plusieurs façons pour eux de recevoir la chose. Si je me mets dans une posture haute, donc comme la posture de celui qui sait, qui vient les enseigner, qui les regarde de haut, ils vont peut-être m'écouter, mais le message ne va pas passer autant que si je me mettais à leur niveau. Si je leur expliquais qu'en fait, il y a quelques années, j'étais à leur place et j'avais beaucoup d'espoir, j'avais beaucoup de rêves. Et s'ils travaillent comme je l'ai fait, ils se donneront les moyens de dépasser qui je suis et de réaliser des rêves encore plus grands que les miens. Donc, en me mettant dans cette posture et en leur montrant que j'ai été aussi à leur place, il y a une certaine forme d'empathie qui va se créer entre moi et ce public d'étudiants-là. Parce qu'ils vont réaliser que les réalités qu'ils vivent, je suis à même de les comprendre. Et cela va même agir sur les échanges qui suivront mon intervention parce qu'ils sauront que celui-ci connaît en partie notre vécu et donc nous pouvons en partie lui faire confiance et nous ouvrir à lui. Donc, cette communion avec le public est un élément essentiel des situations de prise de parole en public. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir que pour certains orateurs, des chefs d'État, etc., qui arrivent dans un pays, quand ils veulent prendre la parole en public, l'une des choses qu'ils font, c'est d'essayer de parler la langue du pays ou du milieu pour montrer aux gens ce qui il est venu, qu'il s'intéresse à eux. C'est ce désir de communion-là, ce désir de créer un lien avec les personnes qui écoutent. Donc, deuxième C d'une prise de parole en public réussie, communier avec le public. Le troisième C d'une prise de parole en public, c'est communiquer avec le public. Et il y a une nuance entre communier et communiquer. Communier, nous sommes au niveau du lien, nous sommes au niveau des émotions. Communiquer, nous sommes à un niveau plus rationnel, au niveau du verbe, au niveau des mots que j'utilise, au niveau du message que je passe. Donc, pour communiquer avec le public, il y a un certain nombre d'éléments auxquels nous sommes appelés à faire attention. Et pour pouvoir identifier ces éléments-là, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle le questionnement quintilien, c'est-à-dire une série de questions que je vais montrer tout à l'heure, qui vont vous permettre de cerner la nature du public que vous avez devant vous et de savoir qu'est-ce que vous pouvez lui adresser comme message. Donc, le questionnement
pour préparer votre intervention, pour bien communiquer avec le public, par l'identification du qui. Il y a un acronyme pour connaître ce questionnement quintilien. On dit QQQ, donc 3Q, O, C, P. Je vais donner les différentes significations de cette lettre-là. Le premier Q, c'est le qui. Qui constitue le public que j'ai devant moi? J'ai donné tout à l'heure l'exemple d'un public d'étudiants. Je peux avoir affaire pour un même thème, c'est-à-dire une même intervention avec une même thématique, que je parle à des étudiants ou à des personnes du 3e âge ou à des enfants au cours primaire, ce sera le même thème, mais le qui va changer la nature de ce que je vais dire et comment je vais passer le message. Donc, sur cette question du qui, vous êtes d'accord que c'est un élément fondamental à prendre en compte pour pouvoir communiquer avec le public. Vous devez toujours vous poser cette question quand vous voulez intervenir en public. À qui je m'adresse? Qui? À qui je m'adresse? Et cette question du qui peut même être prise dans un autre sens. La question du qui peut être prise dans un sens personnel. Je m'adresse à eux en tant que qui. Donc, le qui est à deux niveaux. À qui je m'adresse et je m'adresse à eux en tant que qui. Ce sont deux éléments essentiels pour cadrer la nature du message que vous allez livrer au public. Il m'arrive de prendre la parole comme ce soir en tant que formateur en matière de prise de parole en public, de développement personnel de façon plus large. Et puis, dans d'autres situations, je ne suis pas le formateur, mais je suis la personne qui est en situation de formation, par exemple, si je veux me perfectionner dans un domaine donné. Dans ces deux situations, je ne prends pas la parole de la même façon pour dire la même chose. Pourquoi? Parce que dans une situation, j'ai la responsabilité de transmettre le contenu. Dans une autre, je n'ai pas cette responsabilité-là. Et donc, cela change automatiquement ce que je suis en train de dire. Je prends un autre exemple. Je suis, par exemple, chef d'entreprise et je prends la parole devant mes salariés pour leur parler de questions relatives à notre performance en tant qu'entreprise. Donc là, je suis le chef d'entreprise et je parle à mes collaborateurs, à mes collègues sur une thématique donnée. Et le soir à la maison, je ne suis plus le chef d'entreprise, je suis le papa qui s'adresse à ses enfants. Ça peut même être le même thème, sur la valeur du travail, par exemple. Parce que le contexte est différent, ce que je vais mettre comme contenu de mon intervention sera différent. Donc, première chose, le qui. Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est le quoi. Quoi? Quel est l'objet de mon intervention? Qu'est-ce que je veux faire véhiculer comme message? Je dois le connaître pour pouvoir choisir le contenu de ce que je dis. Troisième question, le quand. Quand est-ce que je suis en train de passer le message? Quand est-ce que je suis en train de passer le message? Je prends l'exemple du contexte mondial actuellement, où nous avons une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et cette guerre-là crée un certain nombre d'antagonismes dans le monde, entre d'un côté les Russes et ceux qui les soutiennent, et puis l'Ukraine qui est soutenue par les puissances occidentales. Donc, vous êtes d'accord avec moi que dans ce contexte-là, chaque mot qu'un dirigeant européen, français, allemand, etc., prononcera envers la Russie n'aura pas le même sens
que s'il n'y avait pas le contexte de la guerre. Vous êtes d'accord avec moi? J'imagine que vous devez être d'accord avec moi. Donc, le fait qu'il y a une guerre change automatiquement la portée de chaque mot. Et donc, lorsque vous voulez intervenir devant un public, posez-vous la question de quand est-ce que nous sommes? Quelle est la période que vivent les gens que j'ai devant moi? Je prends un autre exemple. Nous sommes dans un contexte de crise économique, en guillemets, marqué par une forte inflation. Les prix des produits augmentent de façon flambe, je dirais même. Et à supposer que vous soyez chef d'entreprise et que de par le passé, vos salariés vous ont à plusieurs reprises demandé des augmentations que vous ne leur avez pas accordées sous prétexte qu'ils gagnaient une rémunération déjà satisfaisante. S'il n'y avait pas le contexte de la flambée des prix que nous vivons actuellement, vous pourrez passer un message et le message passerait différemment de la façon dont elle passerait aujourd'hui dans un contexte où tout le monde voit que les prix sont en train de flamber. Donc, parce que nous sommes en pleine inflation, vous n'allez pas pouvoir dire les mêmes mots à ces gens-là. Vous ne pouvez plus dire à quelqu'un aujourd'hui que ce qu'il gagne est suffisant. Vous allez plutôt présenter, je donne un exemple, le contexte économique global comme agissant sur la santé de l'entreprise aussi, ce qui ne vous permet pas de satisfaire à leurs demandes, même si vous en avez la profonde envie. Donc, vous voyez que le contexte change le discours que vous allez pouvoir utiliser. Les autres questions, je vais rapidement passer dessus, c'est le où, comment et pourquoi. Le où, c'est le lieu de mon intervention. Je ne vais pas dire la même chose si je suis en train de parler dans une église, dans une mosquée, ou si je suis en train de parler dans une boîte de nuit. Le contexte, le où est différent et conditionne les mots que je peux utiliser, la tournure de phrases que je peux utiliser. Comment, c'est un mot qu'on peut prendre de façon large dans qu'est-ce qui nous réunit, comment est-ce que nous nous sommes réunis, comment est-ce que le public qui est là-bas s'est formé, dans quel cadre s'est formé ce public-là. Et pourquoi? Le pourquoi, c'est la raison d'être même de notre présence là-bas. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont réunis? Ce soir, par exemple, nous sommes réunis pour parler des fondamentaux de la prise de parole en public. Si j'étais venu avec un diaporama qui parle d'intelligence financière, même si le message est pertinent, même si la question vous intéresse, à un moment donné, vous allez m'interrompre et me dire, mais ce n'était pas pour cela que nous étions censés nous réunir. Donc, la question du pourquoi est importante pour situer l'objet ou la raison d'être de votre intervention, pour pouvoir vous permettre de cadrer ce que vous allez dire. Donc, en gros, les 3 C d'une prise de parole en public, en premier lieu, c'est croire en soi. Parce que vous êtes le premier outil ou l'arme principale avec laquelle vous allez réussir votre prise de parole en public. En second lieu, vous devez communier avec le public. Et la communion avec le public passe par l'aspect émotionnel, la création d'un lien émotionnel avec le public. Et en troisième lieu, vous devez communiquer avec le public, c'est-à-dire utiliser les mots, utiliser un certain nombre de tournures de phrases qui permettent que le message que vous voulez véhiculer puisse être véritablement reçu par le public que vous allez avoir en face de vous. Donc, voilà un peu les questions, les 3 C, pardon, qui vont
faire de vos interventions des situations de prise de parole en public réussies. Donc, je vais recevoir vos questions si vous en avez très rapidement pour ne pas perdre du temps. Et nous passerons ensuite aux 10 commandements de l'orateur d'exception. Ça va nous permettre de revenir sur certains des points que nous avons vus dans la première et la seconde partie pour mieux les expliquer. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le message est en train de passer? Le message est-il en train de passer, chers amis? Monsieur Comlan, si vous le souhaitez, je peux vous ouvrir le micro pour mieux comprendre, parce que je lis, il peut arriver de rater le premier contact ou l'entrée. Je ne sais pas si c'est une question, mais je vais vous ouvrir le micro. Ça va nous permettre de mieux comprendre. Allô? Allô? Oui, Oui, bonjour, allô? monsieur Comlan. Bonsoir, Monsieur Bakpa. Je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Merci pour cette formation et merci pour tous ceux qui sont connectés aussi. Ma question, je n'ai pas encore terminé ma question. C'est juste que je voulais savoir si vous avez raté l'entrée d'une conférence ou bien d'une formation et autres, comment rebondir? C'est-à-dire, vous êtes rentré et là, vous l'avez raté, on a hué sur vous. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut rebondir dans ce cas-là? Ça, c'est ma question, en fait. OK. D'accord. Alors, vous avez raté, pardon, l'entrée d'une situation de prise de parole en public. Déjà, le premier défi à ce niveau-là, c'est un défi de maîtrise de soi. Parce que quand vous ratez l'entrée, ce que ça va affaiblir, c'est votre niveau de confiance en vous-même. Et si vous aviez des doutes, cela va accentuer vos doutes et cela risque de vous faire perdre encore plus vos moyens. Donc, le premier défi, c'est d'arriver à vous calmer, à reprendre le contrôle d'abord sur vous-même. Et cela passe par quoi? Cela passe par des exercices de respiration. Vous calmez, quoi. Calmez, vous calmez réellement en respirant de la façon la plus lente possible. Une fois que vous avez réussi à reprendre le contrôle, le public que vous avez devant vous, c'est un ensemble de personnes. C'est un ensemble de personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mécanismes psychologiques qui se jouent sont à des nuances près les mêmes choses qui se joueraient dans une relation avec une personne. Donc, quand vous ratez quelque chose avec quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous vous excusez. Donc, vous excusez devant le public pour cette introduction ratée et vous leur expliquez qu'en fait, ce n'était pas une intention de, je ne sais pas, de ne pas les respecter ou nous sommes dans un cadre général. Si on était sur un exemple spécifique, je vous aurais dit clairement ce qu'il faut dire. Mais l'idée, c'est déjà de vous excuser et donc de remettre la balle à zéro pour redémarrer. Mais vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas reprendre le contrôle de la situation si vous n'avez pas repris le contrôle de vous-même. Donc pour moi, l'enjeu dans un premier temps, c'est reprendre le contrôle sur vous-même. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous pouvez maintenant vous excuser devant le public et reprendre votre situation de prise de parole en public. Maintenant, est-ce que vous avez, il vous faut dans ce cas avoir un certain nombre d'outils
que sont la capacité à improviser, parce qu'il est fort probable que le message que vous avez préparé, vous allez avoir du mal à le donner tel qu'il est, parce qu'il contient peut-être des choses qui ne sont pas adéquates. Donc, il y a un certain nombre de compétences additionnelles à avoir pour pouvoir faire ce que nous sommes en train de dire là. Mais le temps qui nous est imparti, naturellement, ne nous permet pas de revenir en détail sur tous ces éléments-là. J'espère quand même avoir donné des bases de réponse à votre question, M. Combes. Si c'est bon, merci de le signaler en commentaire. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. OK. M. Combes l'a dit que c'est bon. Donc, nous allons pouvoir continuer avec les 10 commandements de l'orateur d'exception. Les 10 commandements de l'orateur d'exception. Et je disais tout à l'heure que ces commandements-là vont nous permettre de revenir sur des éléments dont nous avons déjà parlé et de revenir en détail sur ces éléments-là. Alors, le premier commandement de l'orateur d'exception rejoint le premier C dont nous avons parlé tout à l'heure. Le premier commandement de l'orateur d'exception, c'est la confiance en toi, tu travailleras. Et je l'ai déjà dit et je le redis, il ne peut y avoir de prise de parole en public réussie sans un orateur qui a confiance en lui-même. L'équation est aussi simple que cela. La prise de parole en public est d'abord un exercice de confiance en soi. Et c'est parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos ressources, vous avez confiance en votre capacité à relever le défi que vous allez pouvoir ressortir le meilleur de vous-même. Si je prends par exemple le cas des sportifs, et là je prends un exemple parallèle, on n'est pas dans le cas d'une prise de parole en public, mais le sportif qui se présente dans un stade plein pour tirer un penalty, au-delà de son habileté technique à le faire, c'est d'abord une question mentale. Donc, c'est exactement la même chose. La prise de parole en public est avant tout une question mentale, une question de confiance en soi. Donc, je le répète une fois encore, avant de chercher à améliorer vos techniques, améliorer votre niveau de confiance en vous-même. Et je l'ai dit, cela passe par les pensées que vous avez et cela passe par les actions que vous posez au quotidien et qui vont vous permettre d'engranger un capital confiance. Le second élément, la seconde chose, le second commandement de l'orateur d'exception, c'est le public, tu serviras. En réalité, lorsque la majeure partie des personnes viennent en situation de prise de parole en public, ils ne sont pas conscients du fait qu'ils viennent au service du public. Pourquoi je dis que l'orateur vient au service du public? Parce que l'orateur vient passer un message et le public est assis pour entendre le message. Et souvent, quand nous arrivons devant le public, surtout quand nous sommes vaincus par le trac et tétanisés, nous percevons le public comme un ennemi, des gens qui veulent nous abattre, des gens qui vont se moquer de nous. De sorte à ce que sur ces bases-là, la prise de parole en public n'est plus un moment de plaisir. C'est vécu comme un calvaire. Mais en réalité, quand on vient
quand on dit servir quelqu'un, quand vous allez dans un bar, dans un restaurant, normalement, le serveur ou la serveuse vient et fait en sorte de vous mettre dans les meilleures conditions. Et soit ça doit être votre objectif en tant qu'orateur, mettre le public que vous avez devant vous dans les meilleures conditions en termes de hauteur de la voix, en termes de support que vous utilisez pour leur passer le message. Et quand vous partez avec cette pensée-là, à la base, c'est-à-dire dans la préparation de votre intervention, vous réfléchissez à un certain nombre de détails que vous ne prenez pas en compte si vous n'intégrez pas que vous venez pour servir le public, c'est-à-dire pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc, deuxième commandement de l'orateur d'exception, le public, tu serviras. Le troisième commandement, j'en parlais tout à l'heure, chaque intervention, tu prépareras. Je pourrais dire, et c'est sans risque de me tromper, que votre niveau de préparation de votre prise de parole en public a un lien direct avec la réussite de cette prise de parole en public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous vous êtes préparé et plus vous augmentez vos chances de réussir votre intervention. Maintenant, on sera d'accord, vous serez d'accord avec moi, que au-delà d'une préparation ponctuelle, il y a une préparation de long terme que vous devez faire. Et par exemple, cette préparation de long terme, c'est vous former, comme ce qu'on est en train de faire là. Et puis, la préparation ponctuelle de votre intervention, c'est lorsque vous vous mettez à rechercher les éléments qui vont meubler votre intervention. À supposer que vous ayez une réunion ce vendredi sur un thème donné, vous allez donc commencer progressivement par préparer les éléments que vous allez présenter à cette réunion. Ça, c'est la préparation ponctuelle de court terme. Mais sans une préparation de long terme qui vous permette d'avoir le bon niveau de confiance en vous, de savoir gérer votre acte, de savoir structurer vos messages, etc., cette préparation ponctuelle aura un effet de succès limité. Et donc, quand nous disons, troisième commandement, chaque intervention tu prépareras, nous sous-entendons qu'il doit y avoir deux niveaux de préparation. Une préparation de long terme qui passe par la formation, une préparation de court terme qui passe par une préparation beaucoup plus précise et concrète de l'intervention que j'ai à faire. Donc, ce sont les deux ensemble qui jouent. Et ça me rappelle une émission que je suivais, ça j'ai dit cette semaine. L'émission parlait de, c'est une émission sur une chaîne de télévision ivoirienne où on parlait de Feu Ahmed Bakayoko. Et dans l'émission, Assalfo, le leader des Magic System, disait qu'un jour, le Feu Ahmed Bakayoko l'avait appelé, l'avait invité et il souhaitait apprendre à chanter. C'était le motif de l'invitation. Et Louis, surpris, lui demandait, mais avec votre rang, pourquoi est-ce que vous voulez apprendre à chanter? Et donc, Feu Ahmed Bakayoko lui expliquait qu'en fait, il souhaite apprendre à chanter parce qu'il se dit que, en tant qu'orateur, quand il voit les performances des chanteurs dans leur façon d'élever la voix, de savoir quand augmenter la voix, élever la voix, conduire ou tenir la mélodie de leur chanson, si lui, en tant qu'orateur, avait cette compétence-là, il arriverait beaucoup plus à toucher le public de par la variété de la tonalité de sa voix, etc. Et cela, je donne l'exemple pour vous expliquer qu'en fait, les orateurs travaillent sur une préparation de long terme qui vise à augmenter leur palette de compétences d'orateur.
Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas devenir un orateur d'exception si vous ne vous engagez pas dans la formation pour augmenter vos capacités ou vos compétences d'orateur. Et en dehors de ça, maintenant, à chaque intervention, vous allez rentrer dans une préparation beaucoup plus pointue sur l'intervention en question. Donc, troisième commandement, chaque intervention se préparera. Le quatrième commandement, nous l'avons également vu dans les contes vérités tout à l'heure. Le tract, tu accepteras. Accepter le tract, c'est quoi? C'est d'abord, comme on l'a déjà dit, comprendre que le tract n'est pas une mauvaise chose. Accepter le tract, c'est accueillir le tract comme une réaction physiologique normale. C'est pouvoir, sur cette base-là, se donner les outils et les moyens pour ne pas être vaincu par le tract. Ces outils sont en partie en rapport avec votre niveau de confiance en vous. Je reviens encore sur la question de la confiance en soi. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Vous savez, je me souviens de ma première formation. La première fois que j'avais une formation, ça doit faire plus de 5 ans. Je ne vais pas dire que j'appréhendais le moment parce que ce n'était pas vraiment de l'appréhension, mais il y avait à la fois une attente. Je savais c'était samedi, donc depuis lundi, j'avais en tête que j'ai confiance samedi. Donc, c'était une forme de pression qu'il y avait sur moi. Et au fil des jours, la pression existait, augmentait. Jusqu'au jour J, elle était là. Donc ça, c'était ma première formation. Aujourd'hui, après avoir fait une cinquantaine, une centaine de formations, après avoir augmenté en capital confiance en tant que formateur, je ne ressens plus la pression de la même façon. C'est-à-dire que je sais, par exemple, que dans une semaine X, j'ai 3 ou 4 formations, mais ce sont des moments de travail normaux. Il est clair qu'avant d'aller devant le public, avant de commencer par prendre la parole, je peux avoir un certain niveau de trac, mais c'est une situation que je vis comme normale et qui ne m'empêche pas d'exprimer ce que je veux exprimer. Donc, accepter le trac, je le répète encore, c'est déjà savoir que ce n'est pas un péché si j'ai le trac. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une réaction normale. Je dois juste travailler à ne pas me laisser tétaniser par cette réaction-là. Cinquième commandement, un objectif, tu définiras. Chaque situation de prise de parole en public vise ou doit viser un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif avant de prendre la parole, c'est que votre prise de parole est inutile. C'est que vous allez divaguer. C'est qu'à la fin, les gens vont se demander, il a parlé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Et donc, à terme, on va vous coller l'étiquette de quelqu'un qui parle sans rien dire. Donc, avant d'aller devant le public, vous devez pouvoir vous asseoir et identifier qu'est-ce que je veux aller dire à ce public. Quels sont les objectifs que je veux atteindre par mon intervention? Cela doit être le plus clair et précis possible. Et c'est parce que ce sera clair que vous allez pouvoir choisir la bonne structure, les bons exemples, les bonnes illustrations et faire passer votre message. Tant que l'objectif ne sera pas clair, vous augmenterez vos chances d'aller en hors sujet ou de dire des choses qui ne cadrent pas avec l'intervention que vous devrez faire devant ces personnes-là. Le sixième commandement de l'orateur d'exception dit: des histoires, tu raconteras. Des histoires, tu raconteras. L'intérêt d'une prise de parole en public augmente
avec la qualité des histoires et des illustrations qu'on y raconte. Et ce n'est pas pour rien, et là je prends un exemple de la Bible, que lorsque Jésus parlait dans la Bible, je pense que nous tous on connaît Jésus, qu'on soit chrétien d'une autre religion, lorsque Jésus parlait, il avait l'habitude d'utiliser des paraboles. Des paraboles qui sont des histoires qui sont censées faire passer un message. Il aurait pu se contenter de passer le message simplement, c'est-à-dire de dire il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais il utilisait les paraboles pour que le message passe encore mieux. Et pour vous, en tant qu'orateur, vous serez dans des situations où, si vous souhaitez faire passer votre message, il faudra utiliser des illustrations. Il faudra raconter des histoires. Il faudra raconter des histoires. Les gens doivent pouvoir être touchés émotionnellement par l'histoire que vous racontez. Je prends l'exemple, par exemple, de I Have a Dream de Martin Luther King. Dans le I Have a Dream de Martin Luther King, dans le discours qui est un discours pour l'égalité des droits entre les races, Martin Luther King aurait pu se contenter juste de dire « Nous avons tous les mêmes droits, nous sommes égaux, etc. » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il utilisait des images. Il utilisait des images, des illustrations. Il disait par exemple, j'ai le rêve que mes enfants s'asserront à la même table que les enfants des Blancs. Ça, c'est une image qui parle à tout le monde parce que le public en question, les Noirs ou les Blancs, avaient des enfants. Et donc, tout le monde pouvait mettre, c'est-à-dire que quand il lit son discours, visuellement, les gens s'imaginent ce qu'il est en train de dire. Et ça donne une autre portée au message qui est en train de passer. Donc, si vous voulez augmenter votre impact en tant qu'orateur, racontez des histoires. Racontez des histoires. Sachez utiliser des illustrations. Sachez le faire. Le 7e commandement rejoint le 2e C dont on a parlé tout à l'heure, la communion avec le public ou la connexion publique. Nous en avons suffisamment parlé tout à l'heure. Toute situation de prise de parole en public réussie est une situation dans laquelle l'orateur a réussi à se connecter avec son public. Pour illustrer, en utilisant les nouvelles technologies, lorsque vous êtes quelque part sous un Wi-Fi, si vous voulez utiliser le Wi-Fi, vous devez pouvoir connecter votre appareil à ce Wi-Fi-là. Si vous ne connectez pas votre appareil à ce Wi-Fi, vous allez avoir les meilleurs contenus peut-être sur votre portable, sur votre ordinateur, mais vous n'allez pas pouvoir les passer à quelqu'un parce que vous n'êtes pas connecté. À supposer que je ne sois pas connecté à cet instant, je peux avoir mon PowerPoint, je peux avoir tout le message dans ma tête, mais vous n'allez pas pouvoir en profiter simplement parce que je ne suis pas connecté. C'est exactement la même chose avec le public. Si la connexion n'est pas établie, le message ne passera pas. Vous pouvez mettre le meilleur discours de l'histoire sur votre papier. Si la connexion n'est pas établie, si les gens n'arrivent pas à vous suivre, s'ils n'ont pas leur attention sur vous, le message ne passera pas. Donc, il est essentiel de pouvoir créer ce lien-là qui vous permette de vous connecter au public. 7e commandement de l'orateur d'exception. Le 8e commandement de l'orateur d'exception dit « Chaque opportunité, tu saisiras ». Et je vais expliquer. En fait, nous avons suffisamment
parlé tout à l'heure de la question de la confiance en soi. Nous avons parlé du trac. Et je donnais l'exemple tout à l'heure de la façon dont je me sentais quand je faisais ma première formation et la façon dont je me sens aujourd'hui quand j'ai une formation. Cela a été possible, cette évolution dans ma perception de mon trac et la façon de réagir a été possible parce que j'ai multiplié les occasions de prise de parole en public. Quasiment chaque semaine, j'ai une formation. Donc, c'est quelque chose auquel je me suis habitué. Et donc, pour pouvoir améliorer votre impact en tant qu'orateur, vous devez pouvoir saisir chaque opportunité de prendre la parole en public. Ce n'est pas en vous cachant que vous allez réussir à vous améliorer. Une personne qui améliore n'importe laquelle de ses compétences, c'est une personne qui utilise cette compétence-là, qui fait des erreurs et qui se donne la possibilité de se corriger au fur et à mesure. Donc, chaque opportunité, tu saisiras. 8e commandement de l'orateur d'exception. 9e commandement de l'orateur d'exception. Le 9e commandement dit, en toi, tu investiras. En toi, tu investiras. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons dit depuis le début que déjà, premier compte vérité, on ne naît pas orateur, donc on le devient. Mais on le devient comment? On le devient par la formation. Tout ce qui est acquis l'est par un processus de formation. Donc, si nous voulons acquérir les compétences d'un orateur d'exception, nous devons nous former pour le faire. Et la formation passe par de multiples, comment est-ce que je vais dire ça? Par de multiples possibilités. Lorsque je lis, je suis en train de me former. Lorsque je participe à une formation comme celle-ci, je suis en train de me former. Lorsque je participe à des programmes de formation, c'est-à-dire à des dispositifs sur la durée, je me forme. Et c'est cet ensemble de choses qui va me permettre de croître en tant qu'orateur. Au-delà de cet aspect-là, il y a également l'aspect culture générale. Parce que quand je suis en train de parler à un public, je ne peux dire que ce que je sais. On dit bien qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Vous n'allez pouvoir donner que les choses que vous avez en vous. Et donc, c'est important de pouvoir travailler à en avoir suffisamment en termes de connaissances pour pouvoir le transmettre. Donc, l'investissement en soi est un investissement non négociable. Il est clair que le contexte est difficile, qu'il y a l'inflation, qu'il y a beaucoup de choses. Mais si nous voulons augmenter notre valeur, nous n'avons pas d'autre choix que d'investir en nous. Donc, 9e commandement, en toi, tu investiras. Et pour finir, le 10e commandement de l'orateur d'exception dit, les bras, jamais tu ne baisseras. Pourquoi est-ce que c'est le 10e commandement? Je pense que c'est le commandement qui permet d'atteindre tous les autres. Il permet d'atteindre tous les autres parce que dans le processus de travail sur soi, d'investissement sur soi, de développement de la confiance en soi, des différentes compétences que l'orateur doit avoir dans ce processus-là, il y a de nombreuses difficultés. Il y a de nombreux obstacles qui se présenteront à vous. Il y a vos agendas chargés qui vous éloigneront de la possibilité de continuer par travailler sur vous. Il y a vos contraintes professionnelles, familiales, etc., qui peuvent vous écarter de cette envie-là de vous former, de vous améliorer. Mais si vous souhaitez faire du résultat, vous avez le devoir de ne pas baisser les bras.
Parce que le jour où vous aurez baissé les bras, et l'image est très illustrative à ce propos. Imaginez que le monsieur qui soit en train de pousser la boule baisse les bras. Le jour où il baisse les bras, que se passe-t-il? C'est la mort. Parce que la boule va retomber sur lui. Et c'est exactement, d'une certaine façon, notre réalité en tant qu'être humain, surtout dans le contexte du 21e siècle avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Le jour où vous baissez les bras, ce jour-là, vous commencez par regresser. Et quand vous regressez, alors que tout ce qui est autour de vous prend de la valeur, les prix des biens flambent, etc., vous allez arriver à un moment où, comme une entreprise, vous allez faire faillite en tant que personne. Parce que vous n'êtes plus en phase avec les réalités du marché. Donc, nous avons le devoir, si nous voulons faire du résultat, de ne jamais, 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 jamais baisser les bras. Et c'est vraiment une invitation que je lance à chacun de nous. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'épanouissement sans détermination, sans persévérance, sans capacité à continuer les sacrifices, même si c'est difficile. Donc voilà essentiellement les 10 commandements de l'orateur d'exception. Et le troisième point, le dernier, qu'il était important qu'on partage. J'espère que vous avez retenu des éléments clés. Et une fois encore, je vais vous donner la parole pour d'éventuelles questions ou réactions. Et ensuite, nous allons en 5-10 minutes présenter quelques éléments. Et d'ici 10 minutes, nous aurons bouclé notre programme de ce soir. Alors, est-ce que vous avez des questions très rapidement pour que nous ne perdions pas du temps? Donc, en attendant les questions, je peux vous faire revoir les 10 commandements. Question, si quelqu'un veut poser la question, il lève la main, comme ça, j'ouvre le micro. Ou sinon, OK. Il y a la question de M. Comlan qui demande, y a-t-il un exercice pour travailler sa confiance en soi? Alors, je fais une minute, je voulais revenir, voilà. Donc, globalement, voici les 10 commandements. Je repasse dessus et tout à l'heure, je réponds à M. Comlan. La confiance en toi, tu travailleras. Le public, tu serviras. Chaque intervention, tu prépareras. Le trac, tu accepteras. Un objectif, tu définiras. Des histoires, tu raconteras. À ton public, tu te connecteras. Chaque opportunité, tu saisiras. En toi, tu investiras. Et pour finir, les bras, jamais tu ne baisseras. Alors, pour en venir à la question de M. Comlan, y a-t-il un exercice pour améliorer la confiance en soi? Il y a des exercices pour améliorer la confiance en soi. Mais je vais peut-être vous surprendre. Le meilleur exercice pour améliorer la confiance en soi, c'est d'agir. Et je m'explique. En fait, je crois l'avoir dit quand je faisais la présentation sur l'aspect confiance en soi. La confiance en soi est la résultante de ce que nous pensons de nous et de ce que nous faisons, de nos expériences antérieures. Si aujourd'hui je me sens confiant quand je veux parler en public, c'est parce que je sais, de par les expériences antérieures que j'ai eues, que je suis capable de le faire. Si j'ai parlé devant 100 personnes, le jour où je serai devant 10 personnes, je ne vais pas manquer de confiance en moi parce que je sais que j'ai déjà fait des performances qui sont au-delà de celles qui m'attendent. Et donc, vous comprenez que
En réalité, il y a de nombreux exercices dont les gens parlent. L'exercice du miroir, se présenter devant un miroir, se dire j'ai confiance en moi, se répéter des phrases, etc. Tout ça, c'est bien. Mais tout ça ne peut pas vous permettre de faire du résultat durablement si vous ne vous engagez pas dans l'action. C'est par l'action, c'est en choisissant. Si on est dans le cadre de la prise de parole en public, si vous voulez augmenter votre confiance en vous, dans cette matière-là, vous devez saisir des occasions de prise de parole en public. Il n'y a pas une autre façon de le faire. Vous devez saisir des occasions en évoluant graduellement. Ça veut dire que vous n'allez pas tout à l'heure vous lever, vouloir aller prendre la parole au Palais des Congrès de Lomé. Vous allez déjà commencer par le faire dans des réunions de 5, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Et progressivement, parce que vous le faites régulièrement, votre niveau de confiance va augmenter. C'est valable pour tous les domaines. Donc, en résumé, l'exercice le plus efficace pour travailler sur sa confiance en soi, c'est de pouvoir accumuler des actions, accumuler une série d'actions, accumuler des résultats de par les actions que vous posez et ces résultats de façon automatique agissent sur votre capital confiance. Donc voilà ce que je peux dire ici. On peut s'étendre. Hein. Je vais présenter un programme de formation tout à l'heure où il y a quasiment 5 heures de formation juste sur la question de la confiance en soi. Donc, on peut s'étendre longuement, mais l'essentiel, c'est de retenir que ce n'est pas l'action qu'on corrige le manque de confiance en soi. Je ne sais pas si j'ai répondu, monsieur, comment. Alors, il y a une question. Qu'est-ce qui fait qu'on perd le fil ou on est à court d'idées en pleine animation? Ce qui fait qu'on perd le fil, c'est d'abord en premier lieu une question de concentration. C'est-à-dire que je suis devant le public et je divague. Mon esprit n'est pas concentré. Ensuite, c'est aussi, et encore une fois, une question de confiance. Parce que lorsque nous nous présentons devant le public, vous savez, parfois nous arrivons devant le public et puis nous venons nous-mêmes avec un certain nombre d'appréhensions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Etc. Et lorsque nous commençons par prendre la parole, au lieu de nous concentrer sur notre intervention, sur le fait de servir le public comme il faut, comme on l'a dit, nous continuons par nous poser des questions. Est-ce que ces gens-là, ils apprécient? De toute façon, le gars-là me regarde, est-ce que je suis en train de le convaincre? Or, notre cerveau ne peut pas faire X choses en même temps, surtout lorsque nous ne sommes pas à 100% de nos moyens. Et donc, quand vous rentrez dans ce jeu de questionnement permanent, alors que vous êtes en pleine intervention, naturellement, il va arriver un moment où vous allez perdre le fil. Ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est que la pression agit tellement sur vous au point où vous n'arrivez pas à être réactif, au point où vous n'arrivez pas à vous connecter à votre cerveau et à trouver quelle est l'intervention que vous voulez faire. Donc, vous êtes là, mais vous n'arrivez à réfléchir à rien. Donc, naturellement, c'est comme si vous avez mis, c'est un exemple caricatural, mais je le donne quand même. C'est comme si vous avez mis de l'argent dans une poche et puis en même temps, vous avez cousu la poche et vous voulez prendre l'argent, mais vous ne pouvez pas parce que vous avez cousu la poche. Donc, c'est un peu ce qui se passe quand la pression bloque votre connexion à votre cerveau. Donc, vous êtes là, mais vous n'arrivez pas à aller rechercher ce que vous avez préparé dans votre tête parce que vous n'arrivez à réfléchir à rien. Donc, les clés pour sortir de ça, c'est encore une fois la confiance en soi. Je le dis encore et encore et encore, c'est la confiance en soi. Et ensuite, c'est votre capacité à maîtriser votre trac. Mais encore, tout cela est lié à votre niveau de confiance en vous-même.
J'espère avoir répondu. Merci de me le confirmer. Alors, Madame Nathalie demande, on se prépare pour faire un discours, mais des fois, le regard du public déstabilise et on perd le fil. Et rapidement, voilà. Bon, donc, en gros, c'est ça. Que faire? Je pense qu'en partie, j'ai répondu tout à l'heure avec la question de M. Comla. Mais en gros, que faire? C'est déjà travailler son capital confiance. C'est vraiment la base. J'insiste parce que plus vous aurez confiance en vous-même, plus vous serez difficile à déstabiliser. Ensuite, la chose que vous devez savoir, c'est que quand vous dites le regard du public déstabilise, le regard du public ne parle pas. C'est-à-dire, le public, quand vous regardez, n'a rien dit. Mais ce qui vous parle, c'est votre discours intérieur. C'est votre interprétation du regard du public. Et donc, s'il y a une chose sur laquelle vous devez travailler, et ça rentre également dans le cadre de la confiance en soi, c'est ce que vous vous dites à vous-même. C'est comment est-ce que vous percevez le regard des autres sur vous. Mais tout ça fait partie de votre discours intérieur. Donc, plus vous aurez renforcé votre discours intérieur, plus vous aurez renforcé votre conviction sur le fait que vous méritez d'être devant le public et vous allez lui servir le meilleur de vous jusqu'à la fin de votre intervention. Et plus vous serez à même de ne plus être déstabilisé. Mais tant que vous serez là, à toujours vous demander, ah, qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils aiment, etc., vous vous enfermez dans un cercle vicieux qui vous rend facilement déstabilisable. Donc, en gros, j'ai suffisamment insisté dessus. C'est une question de travail sur votre niveau de confiance en soi. C'est la base de toute prise de parole en public réussie. Après viennent tous les autres éléments techniques liés à la gestion du tract, à la structure de votre message, au fait de savoir raconter des histoires, etc., etc. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que déjà j'ai répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais me permettre de... D'accord. Je vais me permettre de vous présenter très rapidement quelques programmes de formation qui peuvent vous être utiles. Alors, je pense que tous nous connaissons Père Felios. Père Felios, c'est notre cabinet de formation, de coaching et de conseil. Et c'est Père Felios qui vous offre ces Open-là, ces Open qui sont des moments de formation que nous voulons hebdomadaires chaque samedi soir à 19h15, tant que l'agenda le permet. Nous sommes en ligne pour échanger autour de thèmes relatifs à votre croissance personnelle, professionnelle ou développement de vos entreprises. Et donc, Père Felios, vous avez notre site où vous pourrez trouver l'ensemble des informations où vous avez notre numéro de service client, le 70 03 98 46, précédé de l'indicatif 228. Alors, le programme dont je voulais surtout vous parler, c'est notre programme d'accompagnement à l'excellence des prises de parole en public, que nous appelons le programme AURA, dont l'objectif est d'accompagner les personnes dans le programme, les merveilleuses personnes dans le programme pendant 50 jours à faire ressortir l'orateur déception en eux. Et nous avons débuté ce programme-là depuis l'année passée et nous allons démarrer le 4 avril prochain la quatrième vague du programme. La quatrième vague du programme. Donc, il y a déjà eu plusieurs dizaines de personnes qui sont sortis du programme, qui ont suivi la formation et qui ont vu leur niveau de
de leur capacité d'orateur, leur compétence d'orateur drastiquement changé. Et donc, nous démarrons le 4 avril et comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a un certain nombre de modules qui sont au programme de cet accompagnement-là. Nous avons des modules en rapport avec la confiance en soi. Je le disais tout à l'heure, lorsque nous démarrons le programme ORA, les 2 premiers modules sont relatifs à la confiance en soi. Donc, c'est environ 5 heures de travail sur la confiance en soi. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit ce soir, c'est la base. Tant que cette base-là n'est pas bien posée, tout ce qu'on peut faire après ne peut pas réussir. Donc, nous consacrons 5 heures à réfléchir aux origines et aux chaînes du manque de confiance en soi. D'où vient le manque de confiance en soi? Ça, on ne peut pas prendre le temps de le détailler ce soir parce que c'est une question de plusieurs heures. Et ensuite, comment maintenant briser ces chaînes-là du manque de confiance en soi? Et nous avons les modules sur la gestion du trac. Comment positiver son trac? Comment réussir sa prise de parole en public? Nous avons le module sur le portrait robot du parfait orateur. S'il y avait un portrait robot de l'orateur d'exception, quel est-il? Et comment devenir un as de l'improvisation? Et module 5 et 6 en rapport avec la psychologie dans la communication, parce que dans une situation de prise de parole en public, il y a un certain nombre de mécanismes psychologiques en jeu. Il faut les connaître pour pouvoir les utiliser de la bonne façon. Et enfin, le module 6, l'art de la persuasion. Et donc, le programme vous permet de suivre l'ensemble de ces modules-là qui se déroulent en ligne et nous avons, en dehors de ces modules en ligne, des sessions pratiques en présentiel qui permettent de pratiquer sur un certain nombre d'aspects les choses que nous voyons en ligne. Donc, pour pouvoir suivre le programme, il y a 2 offres. Une offre qui vous offre juste les contenus en ligne et donc qui permettent l'offre qui permet à ceux qui ne sont pas au Togo, par exemple. Nous avons eu des personnes de la France, d'ailleurs en Afrique, qui ont déjà suivi des vagues du programme ORA. Sur cette offre-là, nous avons des gens de Lomé qui, pour une raison ou pour une autre, choisissent cette offre-là. Et puis, nous avons l'offre premium qui permet à la fois de suivre toutes les formations en ligne, là, mais qui permet également de participer aux sessions pratiques en présentiel, de faire un exposé lors de la grande conférence de clôture, qui est l'événement qui met fin à chaque vague du programme devant un public. Vous venez exposer une idée de votre choix. Et donc, la participation au programme est à 35 000 ou à 65 000 suivant l'offre que vous choisissez. C'est 50 jours pendant lesquels vous êtes accompagné et au bout duquel vous ressentez de véritables transformations par rapport à votre niveau sur la prise de parole en public. Et c'est une opportunité à ne pas rater si vous souhaitez véritablement changer de cap en termes d'orateur. Parce que nous avons dit des choses intéressantes ce soir et j'espère que vous allez tirer des choses, mais cela ne suffit pas si vous voulez véritablement atteindre un niveau de résultat plus poussé. Et comme je l'ai dit dans ma présentation, ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on devient un orateur d'exception, c'est un travail sur la durée. Et 50 jours, c'est déjà une durée raisonnable pour commencer par obtenir de bons résultats. Donc, voilà le programme ORA. Vous pouvez nous écrire sur le 70 03 98 46 et vous, en écrivant, vous pouvez dire que vous avez suivi la formation de ce soir et nous verrons quelle réduction vous offrir par rapport aux frais pour vous permettre de bien profiter de cette formation. Donc, écrivez-nous déjà ce soir, demain, et vous allez tomber sur le responsable commercial. Au besoin, il vous mettra en contact avec moi. Mais dans tous les cas, nous allons faire en sorte que vous puissiez profiter au mieux de ce programme-là. Donc, le programme démarre le 4 avril. Dans 2 semaines, disons, nous sommes prêts
Nous avons déjà des premières inscriptions, donc rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous puissions travailler nos compétences d'orateur. Et en dehors du programme, nous avons également ce livre-là, le livre « Chaque crise est une opportunité », notre nouveau livre, qu'il est important. Je dirais que c'est un livre que tout le monde doit lire au vu du contexte dans lequel nous sommes actuellement dans le monde, où les crises deviennent partie intégrante de notre vécu au quotidien. Et savoir s'adapter, savoir réagir, savoir rebondir face aux crises est une compétence que nous sommes obligés de développer. Et donc, dans ce livre, nous donnons les outils pour pouvoir déjà adopter la bonne attitude, parce qu'avant tout, c'est une question d'attitude, pouvoir tirer les leçons des crises, pouvoir identifier quelles sont nos forces, nos faiblesses, nous baser sur ces forces-là pour élaborer des plans d'action et les appliquer avec discipline. Donc, le livre est disponible. Il est à 5 000 pour la version physique que nous livrons gratuitement partout à Lomé, ou à 3 000 pour la version numérique que vous pouvez acheter sur le site www.perfelios.com. Mais de façon plus simple, le bon contact, c'est le 70 03 98 46. Et sur ce contact-là, vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires pour acheter l'un ou l'autre de nos produits. Nous avons d'autres programmes qui viennent, qui sont en cours de préparation. Et comme je l'ai dit, les Open de Père Felios sont un rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes là ce soir, nous serons là samedi prochain. Et nous ferons en sorte d'être là et d'être le plus régulier possible. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous présenter. Je suis encore une fois à l'écoute si vous avez des questions. Nous avons encore 2-3 minutes. Si vous avez des questions, merci de les poser. Merci de les poser. Et je commence déjà par vous remercier. Vous remercier pour votre participation à ce moment d'échange, de transformation de ce soir. J'ai l'espoir que chacun de nous a appris quelque chose et je souhaite vivement que les choses que nous avons apprises nous servent véritablement au quotidien, nous servent à améliorer ne serait-ce qu'un petit aspect de nos compétences en matière de prise de parole en public et surtout, au-delà, que nous puissions aller encore plus loin en investissant sur nous, en nous formant pour augmenter notre capacité à produire du résultat. Donc, Père Felios est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous faire signe, n'hésitez pas à nous poser vos inquiétudes, vos besoins particuliers de formation. Et nous ferons le plaisir d'organiser des webinaires comme les Open de Père Felios pour revenir sur ces questions-là et ensemble grandir, parce que notre slogan à Père Felios, c'est de révéler l'éclat de vos performances, parce que nous croyons qu'en chacun de nous, il existe un fort potentiel, une lumière qui a besoin de briller. Donc, merci. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vous remercie et merci à vous qui avez été des nôtres. La formation sera postée sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez revenir sur la vidéo, revoir des éléments qui n'ont pas été clairs, que vous n'avez pas peut-être bien noté. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, samedi prochain, même heure. Il suffira juste une fois encore, lorsque nous allons lancer le visuel, de vous inscrire et de vous connecter surtout, parce que beaucoup s'inscrivent et certains n'arrivent pas à vérifier leur mail pour se connecter. Donc, de vous connecter surtout. Samedi prochain, 19h15, nous serons là. Et normalement, nous parlerons de connaissance de soi. Comment arriver à se connaître. Donc, vous verrez le visuel dans la semaine et vous pourrez vous inscrire pour être des nôtres. Donc, je vous remercie tous et chacun et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine, mais avant, rendez-vous sur nos comptes, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur notre numéro, sur notre site
Nous sommes partout avec vous et notre objectif, c'est de vous accompagner à ressortir le meilleur de vous. Donc, je nous souhaite à tous une excellente soirée, que la grâce soit avec nous et à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver samedi prochain. Agréable nuit, à très bientôt. Merci beaucoup.